Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à vos questions qui sont aujourd'hui presque toutes axées sur la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, je vous ferai une revue de presse. Cette revue de presse sera sur la Syrie, sur des négociations qui se tiennent à Paris entre la Russie et la France et sur l'afflux de réfugiés venant du Moyen-Orient qui arrivent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, réfugiés que la plupart des pays européens ne veulent plus. Prenons l'exemple de la France. Les Français, dans leur ensemble, ne veulent plus accueillir de réfugiés. Première question sur la Bosnie-Herzégovine. C'est Arvat 100 qui me pose la question suivante. Pendant les guerres yougoslaves, où étiez-vous? À quel endroit? De quel côté? Et quel côté avez-vous soutenu? Alors là, moi, je peux te dire que moi, je n'ai soutenu aucun côté. Moi, j'ai uniquement témoigné de ce que j'ai pu voir du côté serbe, du côté bosniaque. Moi, je n'ai jamais, je dis bien jamais, pris parti pour l'un ou l'autre côté. Et je continue d'ailleurs à le faire. Où j'ai été, je suis allé à Brčko, à Sarajevo principalement, du côté serbe. J'ai fait tout le tour de Sarajevo et de ses environs assez éloignés d'ailleurs, mais bon, avec des Serbes. Et puis je suis allé régulièrement également à Sarajevo, du côté bosniaque, voir ce qui se passait à Sarajevo. Donc j'ai rencontré plein de gens des deux côtés qui m'ont donné leurs avis sur la guerre. Mais moi, je ne me suis jamais positionné pour ou contre. J'amenais uniquement ce que j'avais pu voir. C'est quand même beaucoup plus important. Car il y a des journalistes français qui ont pris position immédiatement, sans voir l'autre côté. Moi, je n'ai jamais pris position. Jamais. Je ramenais ce que j'avais vu. Point final. Question de JD. Alors ça, c'est à propos, je suppose, d'une partition, si partition il y a, de la Bosnie-Herzégovine. Parce que, alors voilà ce qu'il me demande, parce que la Bosnie est une mini-Yougoslavie, si la plus grande Yougoslavie ne pouvait pas survivre, pourquoi cette mini-Yougoslavie a-t-elle une chance de survivre? Oui, si vraiment les gens ne peuvent plus se voir, ne peuvent plus vivre ensemble, alors il n'y a aucune raison qu'ils continuent à survivre, à vivre ensemble. Mais moi, j'en ai pas l'impression. Je crois que ce sont encore tout simplement des politiques qui essayent de tirer le tapis à eux. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment avoir un référendum du côté croate, un référendum du côté serbe et un référendum de l'autre côté pour savoir ce qu'il en est. S'il y a un référendum du côté serbe qui dit oui, nous voulons nous séparer de la Bosnie-Herzégovine, eh bien qu'il le fasse.
s'il y a un référendum du côté croate qui dit oui, nous voulons nous séparer de l'entité croato-musulmane et nous voulons rejoindre la Croatie, eh bien oui, qu'ils le fassent. C'est le jeu de la démocratie. Mais moi, j'y crois pas trop. Pétoulang qui me dit la chose suivante. C'est à propos d'un sujet que j'avais fait sur la partition en disant il faut arrêter de diaboliser. Et lui, il me dit ceci, arrêtez de diaboliser, mais vous avez oublié les déclencheurs de l'effondrement de la Yougoslavie. Que sont devenus les quelques fascistes serbes? Alors là, franchement, moi, c'est une... oui, arrêtez de diaboliser. Parce que c'est en les diabolisant, en les montrant comme des criminels, on les met de côté, et petit à petit, eh bien, ils partiront. Ils partiront, vraiment. Alors, pendant la guerre de Bosnie, avez-vous eu l'occasion de parler, de voir face à face avec votre caméra, et même sans votre caméra, aux principaux personnages serbes de cette guerre en Bosnie? Je parle du général serbe Rado Mladic, du commandant serbe Arkan, qui dirigeait la milice serbe des Tigres. Non, 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 non. Je n'ai pas vu ces gens-là. À un moment donné, j'ai été un peu embêté justement par Arkan, qui, à ce moment-là, c'était à Belgrade. Il terrorisait des gens avec qui j'étais en contact à Belgrade. Et donc, il y avait eu quelques petits... bon. Mais non, non, non. Non, non, moi, je n'ai jamais voulu être en contact avec ces gens-là. Jamais. Non. Moi, je préférais être en contact avec les gens qui se battaient, avec les gens, enfin, avec les gens qui étaient sur le terrain et qui souffraient sur le terrain. Voilà. Alors, ça, c'est Bulka. Bonjour, êtes-vous retourné en Bosnie après le conflit? Oui, 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 Bulka, je suis retourné en Bosnie après le conflit. D'ailleurs, tu peux voir sur le site des reportages après le conflit, 20 ans après. Je suis retourné à Sarajevo, je suis allé un peu partout. Et alors là, tu me demandes, est-ce que je peux avoir une pensée pour les paysages de Sarajevo et d'autres villes et de Bosnie-Herzégovine? Mais oui, la Bosnie-Herzégovine est un pays absolument superbe, évidemment. C'est dommage. Nous sommes maintenant en pleine crise et c'est vraiment dommage. C'est vraiment épouvantable. Mais la Bosnie-Herzégovine est un pays absolument extraordinaire. Très beau. Sassa qui me dit la chose suivante. Bonjour Philippe, c'est vraiment triste ce que je vais vous dire, mais on ne peut plus vivre ensemble. On ne peut plus vivre ensemble. Les uns comme les autres, nous ne voulons plus. Là, ça, c'est un constat absolument terrible que tu es en train de faire. Tu es en train de dire non, c'est terminé, séparons-nous, nous ne pouvons plus, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est une conséquence absolument terrible de la diabolisation. Voilà. Nemanja me pose une question. Alors, je ne sais pas,
Avez-vous des nouvelles de la dame qui était avec vous en Bosnie-Herzégovine, qui traduisait en langue française et serbe? Non, enfin j'avais deux traductrices du côté serbe, qui me traduisaient donc une qui était partie avec moi à Sarajevo, donc du côté serbe, et puis j'avais rencontré également une autre traductrice que j'avais rencontrée à Brčko, enfin, qui m'avait accueilli à la frontière et qui m'avait amené à Brčko, qui était vraiment très très courageuse, celle-ci. L'autre aussi d'ailleurs, les deux étaient vraiment très courageuses. Et non, je n'ai aucune nouvelle de ces deux femmes, deux traductrices. Dommage. Alors, Man 1070 me demande si j'ai fait des reportages sur le conflit syrien et sur l'État islamique. Non, la dernière fois que je... Non, Man, la dernière fois que je suis passé en Syrie, c'était pour passer en Irak. Et après, je suis plus revenu. Je suis plus revenu parce que mon dernier reportage de guerre, ça a été la Libye. Ensuite, je suis revenu à Sarajevo, etc., etc. J'ai fait d'autres reportages en France, mais je me suis arrêté sur les reportages de guerre en Libye, c'est-à-dire en 2011. Baguette qui me pose une question, votre métier vous manque-t-il? Alors, oui, bien sûr, certainement. Certainement, il me manque, oui, évidemment. Mais on sait le remplacer. Il y a des périodes dans la vie. Moi, j'ai eu une période correspondant de guerre, photographe. J'ai eu une période journaliste, réalisateur, correspondant de guerre, télé. Et puis là, j'ai une autre période. Voilà. Non, c'est autre chose. Ce sont d'autres périodes. Vous avez plusieurs vies. Et il faut être comblé dans toutes ces vies. Oui. Michael Bourse, le potager du pêcheur. Non, du péteux. Est-ce que cela vous manque de retrouver des situations de guerre civile? Est-ce que vous ressentiez la douleur des gens que vous interviewez, comme si vous étiez pris au piège, comme eux? Ou alors êtes-vous distant quand vous interviewez des gens? Avez-vous ressenti la sensation de les avoir abandonnés quand vous êtes rentré en France? Alors, Michael, je dois te dire que, en effet, j'ai toujours ressenti avec les gens que j'interviewais leur mal-être, leur douleur, parce que finalement j'étais avec eux. Je me trempais complètement dans leur univers. Non, je n'ai jamais été distant, froid. Non, ce sont des choses qui ne sont pas possibles. Et puis les gens, ce qu'il faut dire également, mais bon, ce qu'il faut vous dire également, c'est que les gens qui sont distants, froids, ne réussissent pas également à faire de bonnes interviews. Car on n'a pas, entre l'interviewé et l'intervieweur, on doit pouvoir passer quelque chose de l'émotion. Sinon, l'autre en face
réagit froidement également. Donc il y a émotion. Et quand l'autre comprend que vous avez la même émotion que lui, eh bien, il s'ouvre vraiment. Et ça, c'est beau. Est-ce que j'ai eu la sensation de les abandonner quand je repartais en France? Oui, j'ai eu cette sensation. J'ai eu cette sensation de les abandonner, de retrouver mon chez-moi, la femme que j'aimais à ce moment-là, etc., etc. Et en effet, là, il y a, à ce moment-là, vous allez dire comment, mais oui, mais à ce moment-là, pour se remettre à vivre normalement, il faut aller se faire débriefer par un psychologue. Et moi, je connaissais des psychologues de l'armée qui étaient vraiment très très bien. Et j'allais les voir. Parce que ce n'est pas des chocs post-traumatiques, mais bon, voilà. C'est ainsi qu'on peut se remettre le pied dans quelque chose de plus calme, de plus serein, et repartir, et pouvoir repartir. Ah, Démoné me pose une question, alors là, bon, pouvez-vous me dire si Macron a une chance aux élections présidentielles françaises? Alors, est-ce que le président Macron a une chance d'être réélu? Bon, je peux pas vous dire, je peux rien vous dire. Je pense que les élections présidentielles françaises, c'est un vrai exercice de démocratie. Et donc, nous verrons bien ce qu'il en est. Pour l'instant, il y a beaucoup de prétendants au présidentiel. Ça va chauffer. Il faut attendre un peu. Alors, vous me dites que vous pensez la France en danger. Moi, je ne vois vraiment pas pourquoi la France serait en danger. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, franchement, non. Encore une fois, la France, tous les 5 ans, fait une présidentielle. Et moi, j'espère que tout se fera d'une façon démocratique. Et la France n'est pas en danger. Ne vous en faites pas. Alors, Jérôme pose une question. Est-ce que vous allez pouvoir faire un reportage sur vous, sur votre métier de reporter? Non, moi, ce que j'aurais pu faire, c'est faire le portrait d'un reporter, d'un copain, etc., etc. Mais bon, ça s'est fait, il y a plein de gens qui ont fait ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup. Voilà. Bon, alors maintenant, une petite revue de presse. Alors, cette semaine, il y a quelque chose de très, très intéressant qui se passe en Syrie et avec les Émirats arabes unis. Mais vraiment, c'est très, très intéressant. Car les Émirats arabes unis demandent à leurs partenaires arabes de reconnaître le régime de Bachar el-Assad.
Ce qui est extrêmement intéressant parce que tous ces gens-là avaient mis Bachar el-Assad sur le côté. Ils l'avaient voué aux gémonies. Et là, petit à petit, ils reviennent sur leurs décisions et malgré la position des États-Unis et du Qatar, eh bien, tous les pays arabes essayent de se rapprocher d'Assad, ce qui, pour moi, est une chose positive et intéressante. Car Bachar el-Assad va rester au pouvoir en Syrie, c'est évident, il a gagné la guerre. Qu'on ne nous raconte pas de conneries. Qu'on ne nous raconte pas que les djihadistes vont gagner la guerre. Ils l'ont perdue, tant mieux, tant mieux. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le Qatar est complètement contre ce rapprochement entre les Émirats arabes unis et la Syrie. L'administration démocrate américaine suit le Qatar. Alors le Qatar, ce sont les frères musulmans, ennemis évidemment de la Syrie depuis le début de la guerre civile. On sait que le Qatar a instrumentalisé la révolution syrienne, car le Qatar voulait faire passer des pipes en Syrie, chose que M. Assad avait refusé de faire. Et c'est pour ça que la guerre de Syrie a éclaté. Que vont faire les États-Unis avec cette histoire? Nous n'en savons rien. Mais l'Europe, c'est à l'Europe également de pouvoir voir avec les Émirats arabes unis s'il est possible de se rapprocher enfin du régime syrien. À suivre, mais c'est très intéressant. Réunion des ministres des Affaires étrangères russes et français à Paris et réunion des ministres de la Défense russes et français. Une bonne nouvelle, mais pourtant, rien n'en sort, malheureusement. Malheureusement. Ouais, ce sont des relations vraiment très asymétriques entre la Russie et la France, car leurs intérêts ne sont pas les mêmes. C'est ça le problème. L'intérêt de la France, c'est le Mali et la Biélorussie. La Biélorussie qui laisse passer les migrants venant du Moyen-Orient. Le Mali, parce qu'il y aurait donc des mercenaires de Wagner qui arrivent au Mali et une implantation russe. Moi, je ne vois pas le problème, mais enfin bon. Tant qu'ils luttent contre le terrorisme, je ne vois pas vraiment le problème. Mais enfin, bon. Enfin, c'est l'intérêt de l'État. Les Français sont contre actuellement. Bon. Et l'intérêt des Russes, ne c'est pas du tout ces deux points. L'intérêt des Russes, c'est la Syrie, l'Ukraine, avant tout. Donc, ces intérêts sont complètement asymétriques. Et donc, il n'y a pas de réelle progression et de réel échange entre ces deux choses. C'est vraiment dommage que ces deux nations ne puissent pas s'entendre là-dessus. Autre interrogation de ma part en tout cas, et une chose qui me paraît très très importante, c'est que le Qatar
va représenter diplomatiquement les États-Unis en Afghanistan. C'est-à-dire que les États-Unis vont laisser faire le Qatar, qui est quand même le Qatar, ce sont les frères musulmans. Ils vont laisser le Qatar à la manœuvre en Afghanistan à leur place. Ce qui est quand même assez sidérant, assez sidérant. Moi, vraiment, là, les démocrates m'inquiètent extrêmement. Et alors, bon, dernière chose, évidemment, la Biélorussie, tous ces réfugiés qui arrivent de Syrie, du Liban, etc., et qui arrivent, même en avion d'ailleurs, en Biélorussie. Alors, du Liban, les réfugiés qui arrivent du Liban sont des réfugiés syriens, ils prennent l'avion à Beyrouth et ils arrivent en Biélorussie. Le problème, c'est qu'ensuite, bon, les frontières sont fermées et il y a une poussée migratoire énorme. L'Europe dit non, c'est terminé. Enfin, une partie de l'Europe. Les Français disent non, nous n'en voulons plus. D'ailleurs, c'est devenu, pour les Français et la présidentielle française, quelque chose de marquant. C'est que faire des réfugiés? 75% des Français disent nous n'en voulons plus. 75%. Ce qui est quand même assez considérable. Donc on peut imaginer que dans quelques mois, le président de la République refusera tout migrant arrivant en France. Ou fera en sorte que l'Europe ne lui envoie plus de migrants. On peut imaginer ça. Et donc, vraiment, là, la crise avec la Biélorussie est extrêmement importante. Alors, est-elle déclenchée par la Russie? C'est très possible, oui, pourquoi pas. Que faire? Que faire actuellement? Fermer les frontières. Ne pas écouter les associations X et Y ou Z qui vous disent « mais accueillez-les ». Non, fermez les frontières. Et fermez les frontières de Schengen et fermer les frontières européennes. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé Je réponds à vos questions. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. À bientôt.